Messieurs, merci vraiment pour cette expérience. Merci Antoine. C'était vraiment très intéressant. On va accueillir maintenant deux nouveaux conférenciers. Les amis, si vous voulez bien venir. On va recevoir maintenant sur le plateau Sébastien Felinck, voilà, et Pierre-Ange Guglielmi. Asseyez-vous, messieurs. Bienvenue. Sébastien, tu peux prendre la petite zappette qui est sur la table. Bonsoir. Alors, Sébastien, toi, tu es chirurgien dentiste. Tu viens de Montpellier? Oui. Voilà, bienvenue. Bonsoir. Merci de cette invitation. Tu étais ancien assistant de la fac de l'Université à Montpellier avec un exercice plutôt orienté vers l'esthétique. Et surtout, tu as une thématique que je trouve vraiment intéressante et je suis heureux que tu nous en parles. C'est bien l'occlusion et le numérique. Est-ce que apporter le numérique dans la conception, la compréhension et la gestion de l'occlusion? Exactement, et ça a une belle résonance ici dans cette relation interprofessionnelle entre les prothésistes, les dentistes et l'industrie. C'est que la finalité de tout notre travail, c'est que nos patients mastiquent, au-delà de leur sourire, c'est qu'ils mastiquent. Et tout ça, c'est l'occlusion, c'est l'extrado des prothèses. Alors, d'abord, à nouveau un grand merci pour cette invitation et résumer la communication en 5 minutes, ouais, mais c'est de nous donner quelques idées. Ouais, non, mais je suis sûr que tu vas être brillant. C'est un super exercice. Et donc l'occlusion, c'est un beau trait d'union là-dedans. Et on l'a vu, la CFAO a amené énormément d'évolution. La grosse révolution, ça a été la production des intrados, la production des armatures. Maintenant, vis-à-vis de la gestion des extrados, l'occlusion, ça a été du CEREC, de la CFAO direct. Et on a maintenant des évolutions qui vont persister. L'intérêt de cette communication, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fera demain, qu'est-ce qui se profile à l'horizon demain. Alors on a découpé cela en 3 parties. D'abord, connaître les challenges du conventionnel. Et on le voit sur cette animation, l'occlusion, c'est le rapport entre les structures articulaires derrière. Et nous, on travaille sur ce qui se passe devant, mais il y a une interrelation qui est complexe, qui fait peur à beaucoup de monde et qu'on est obligé de prendre en compte. Et d'abord comprendre les challenges du conventionnel. Après, avancer, on pourra du coup discuter de l'actuel. Et derrière, on ira voir les pistes de demain. Et dans les challenges du conventionnel, il faut rendre hommage aux anciens qui ont fait des théories, qui ont réfléchi, qui ont regardé le vivant. Et on voit Gysi là sur l'image. Ouais. Monson qui a fait sa sphère de Monson. Et ces images, elles sont importantes parce qu'en CFAO actuellement, on va utiliser les mêmes théories. D'accord. Et donc on utilise, et c'est normal, c'est l'évolution de la médecine, mais avec des outils différents. Certaines sont validées, d'autres sont moins validées, mais en tout cas ça avance. Et à côté de cela, on est toujours matériaux et opérateurs dépendants dans la gestion de l'occlusion. C'est-à-dire que la dématérialisation de la chaîne prothétique, ça on l'a fait, enfin ça s'est fait pour la gestion des intrados. Maintenant la gestion des extrados, on l'est toujours avec le plâtre, on le voit à l'image, avec un articulateur, avec une patte doigt si on veut réussir à trouver une relation centrée entre 2 arcades, très bien. Et lorsqu'on regarde la CFAO à l'heure actuelle aujourd'hui, une revue littérature nous montre les 3 parties de ce qui se fait. On a des articulateurs virtuels qui sont pour certains des modèles mathématiques. Ça, c'est la version CEREC et CEREC moderne, améliorée, dernière version, etc. Donc, c'est des algorithmes mathématiques qui, en fonction des modèles, en fonction de l'analyse des modèles et en fonction de moyennes anatomiques postérieures, venant d'ailleurs des travaux des anciens, réussissent à faire bouger ces modèles pour faire un articulateur virtuel. Et à côté de ça, on a les articulateurs virtuels qu'on a pu avoir le plaisir de voir sur tous les stands, et c'est extraordinaire comme exposition. C'est vraiment extraordinaire de les voir, tout à fait. Ces articulateurs virtuels sont des répliques virtuelles d'un articulateur mécanique. Ça a des belles avancées, surtout pour la FAO, pour l'usinage derrière. Ça a une part d'approximation aussi, on garde une certaine part d'approximation parce qu'on va continuer à monter nos modèles en plâtre. On va continuer à dépendre de comment le dentiste a enregistré la relation intermaxillaire, ses cires, sa résine, etc. Donc toutes ces approximations-là, elles persistent, bien sûr. Et puis, on a la 3e voie à l'heure actuelle, qui est la voie des axiographes virtuels. Il y en a 2 sur le marché qui sont totalement identiques, qui sont l'Arcus Digma et le JMA, et qui sont des dispositifs qui enregistrent en fait les déplacements des condyles. Ça, c'est la vision actuelle de la CFAO, de l'occlusion en CFAO, et ça a des avancées. Et on peut imaginer pour demain, et c'est plus qu'on l'imagine, c'est un petit peu, on peut dire même une avant-première dans le sens, on peut imaginer demain un dispositif qui existe et qui va arriver vraiment bientôt. Imaginez juste que votre patient bouge et ouvre la bouche, et en même temps qu'il le fasse,
vous avez sur l'ordinateur exactement le même mouvement en direct, prise directement sur la tête du patient. Il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a même plus besoin de connaître les choses compliquées que personne ne fait, l'angle Bennett, l'immédiat stagiaire. On enregistre, c'est tout. On enregistre la réalité. Et c'est la vraie réalité. La vraie réalité. C'est un avatar complet. Et si cet élément-là, on peut le transmettre au laboratoire et en faire un fichier de travail d'un maître modèle pour le laboratoire, eh bien la chaîne prothétique, elle gagne en simplicité de mise en œuvre. Et dans ce sens-là, c'est une réelle révolution. Ça va être la deuxième révolution. La première, c'était l'intrado, la deuxième, l'extrado. La simplicité de mise en œuvre. Derrière, on va être très efficace dans la chaîne prothétique. Et puis, on va être intelligent pour nos patients. On va leur mettre des dents pour manger vraiment en fonction d'eux. Alors, concrètement aujourd'hui, et de manière vraiment concrète, peu importe le système que tu utilises, mais quel impact ça va avoir? C'est-à-dire qu'on va être capable d'enregistrer. Et du coup, à un moment, on aura des petites lumières qui vont s'allumer si tu construis une prothèse qui va générer des contacts prématurés, ou c'est comme ça que ça va fonctionner? Disons que plutôt que prendre ton articulateur et faire bouger les modèles sur l'articulateur ou le prendre à la souris pour faire les mêmes mouvements, parce que l'articulateur virtuel sur l'ordinateur, il fait un pan de glissement sur une plaque en plastique. Oui. Et bien, tu vas pouvoir bouger la mandibule selon le mouvement du patient. Donc, tu vas pouvoir vérifier exactement, on te parle de contact, de cycle entrant, cycle sortant, cycle masticatoire, très difficile à conceptualiser et à répliquer dans la réalité. Et bien là, on va les avoir. Donc dans la vidéo du cycle, tu vas voir ta prothèse qui rentre, hop, il rentre en contact, il arrive en OIM, il repart de l'autre côté, et donc la gestion, elle va se faire dès le pré-op, dépister le pathologique, le non pathologique. Voilà, on va pouvoir dépister aussi des pathologies, forcément. Bien sûr. La compréhension, la compréhension fondamentale, du côté fondamental de la recherche, on va pouvoir mettre un grand coup de lumière en fait sur toute cette nébuleuse de l'occlusion qui perd un peu tout le monde parce que ça fait peur à tout le monde, c'est difficile à comprendre. C'est un sujet on va très peut-être tous se réconcilier avec l'occlusion, c'est une bonne nouvelle. Hein, parce que quelque part elle n'existera plus, on sera sur du réel. Est-ce qu'on va pouvoir coupler avec le cone beam aussi? Puis après je te donne la parole, Thomas. Avec les images cone beam d'une articulation ou des choses comme ça? Alors certainement que ça peut être une très bonne voie, une très bonne piste d'évolution avec le seul bémol qui est l'irradiation des rayons X. Donc le cone beam se justifie quand il y a de la chirurgie, quand il y a l'anatomie. Si ça se cantonne juste à du rapport interocclusal, on va discuter sur l'intérêt ou la balance bénéfice-risque pour l'irradiation. Mais bien sûr que derrière cela, grâce au cone beam, on l'a vu avec la conférence de l'orthodontiste aujourd'hui, qui nous montrait donc la corrélation des modèles arcade complète en empreinte et cone beam, où on a les dents qui se poursuivent par les racines pour imaginer le déplacement. Et donc là, ce sera encore plus réel, si on veut dire. Thomas, tu voulais dire quelque chose? Antoine, alors j'ai assisté à cette conférence qui était absolument fabuleuse et qui était aussi claire que l'exposé de notre confrère. Il est brillant. Oui, qui est brillant. Mais ce qui était tout à fait intéressant dans ce qu'il vient de dire, c'est que en fait, le numérique, ça n'est que la modélisation de nos problèmes cliniques qu'on a relevés depuis longtemps. C'est pas quelque chose d'éthéré qui tombe du ciel comme ça, qui nous sont imposés par les industriels. Pas du tout. On a des problèmes cliniques que l'on a parfaitement identifiés. On va juste les modéliser par la numérique. Et puis, on va du coup pouvoir mieux les analyser. Je crois qu'il a parfaitement résumé l'apport du numérique aujourd'hui. C'est ça, c'est tout simplement modéliser nos problèmes cliniques et les rendre plus facilement appréhendables par le praticien. Et donc, forcément, apporter des correctifs nécessaires et de meilleure qualité. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça va dans le sens du patient et rien d'autre, en fait. Bien sûr. Alors, je passe maintenant la parole à Pierre-Ange. Pierre-Ange, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Je t'en prie, merci d'être là. Tu es directeur technique et développement stratégique de la société 3D Créaform. Moi, je suis venu te voir sur ton stand